Bonsoir à tous. La circonscription qui sera mise en avant ce soir est la troisième, donc autre débat sur cette circonscription qui regroupe, je le rappelle, les communes de Baie-Mahault, Déhay, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire et Sainte-Rose. Autre rappel, le député sortant de cette circonscription est Max Mathiazin. Nous avons en plateau 7 candidats. 7 candidats, et je débuterai tout d'abord avec M. Argis René Claude, qui nous dit qu'il faut aller vers un changement de paradigme, vers le changement de paradigme. À ses côtés, nous avons Mme Sylvie Chamougon-Hano, qui dit « engagé et proche de vous ». Donc chacun a un slogan fort pour marquer, je vais dire, les esprits. Juste à côté, nous avons Esdras Sidji qui est ici pour le camp des travailleurs. Et puis, tout au milieu, nous avons Monsieur Christian Georges, on va dire Henri Léo Christian Georges, mais on va simplifier par Christian Georges, qui met l'humain au cœur du débat. De l'autre côté du plateau, nous avons Ferdi Louisi, réussir ensemble ici et là. À ses côtés, Fauvert Savant, avec vous nous gagnons. Et puis nous avons Rodi Tolassi qui dit, comme slogan, Rodi Tolassi, votre slogan? La seule opposition à Emmanuel Macron. Donc la seule opposition à Emmanuel Macron. Mesdames, messieurs, merci d'être sur ce plateau. Et je débuterai avec vous, Monsieur Argis. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi êtes-vous à cette élection? D'abord, bonsoir. Écoutez, tout au long de cette campagne, pour ceux qui nous écouteront, vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. Ma candidature est atypique. Contrairement à mes camarades, je ne viens pas dans le but, dans l'esprit de briguer un mandat, car la politique politicienne, je n'en ai jamais fait et ça ne m'intéresse pas. Je concours à cette élection dans l'unique but de créer les conditions nécessaires pour permettre aux Guadeloupéens de se prendre en main. Et bien évidemment, de sortir de ce paradigme victimaire dans lequel nous nous trouvons. Alors, permettre aux Guadeloupéens de se prendre en main, peut-être qu'ils vont compter sur vous pour justement prendre en main leur doléance et prendre en main leur avenir. Justement, dans notre profession de foi, nous notons que nous disons aux Guadeloupéens, quel que soit celui que vous élirez, ne comptez pas sur cette personne pour régler vos problématiques. Il ne pourra alors, que... le député, pourquoi faire? Bien, écoutez, il ne pourra qu'essayer de contribuer. Mais je pense que les problématiques doivent être réglées par le peuple lui-même. Mais comment? Comment? Eh bien, à travers un outil que nous proposons aux Guadeloupéens, un outil dans le cadre de l'économie sociale et solidaire qui leur permettra justement de se prendre en main. D'accord. Et j'ai vu que vous appartenez aux divers, donc divers... Non, pas du tout. Je suis sans étiquette. Je suis un simple citoyen, comme mes compatriotes, comme mes camarades à côté. Je suis un simple citoyen qui voit d'un œil de citoyen nos élus actuels et passés, et qui, comme beaucoup d'entre nous, trouve que nous pourrions faire mieux. Alors, je concours à cette élection, mais surtout pour, comment dirais-je, créer les conditions nécessaires à travers ce projet, à travers cet outil que j'amène pour les Guadeloupéens. Si vous êtes élu, où siégerez-vous? Ben écoutez, si je suis... Franchement, je vous le dis très sincèrement, ce serait vraiment le coup de chance si j'étais élu. Moi, ce que je viens ici... Alors là, oui. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne sais pas que je ne suis pas convaincu. C'est observer bien l'électorat. Les Guadeloupéens ne votent plus. Et les ténors ont une machine de guerre derrière eux. Pour les meetings, il y a beaucoup d'argent derrière. Moi, je suis un simple candidat qui n'a pas de moyens. Je n'ai même pas pu, comment dirais-je, éditer le nombre
exorbitant Vous n'avez pas eu d'aide, vous n'avez pas trouvé... Pas du tout. C'est juste ma petite poche personnelle qui a financé tout ce qui a financé. Alors vous dites, je ne suis pas convaincu que je serai élu, donc, mais pourquoi être là alors? Justement, je suis là, très sincèrement, je suis là pour montrer aux élus qui sont en place, que j'ai déjà rencontrés à maintes reprises à Paris, que je suis maintenant, je me hisse à leur niveau. Et que dorénavant, ils ne pourront plus ignorer ce projet que je propose pour les Guadeloupéens. Car il faut que les Guadeloupéens se disent qu'on leur cache des choses. Il y a certaines choses qu'on se garde bien de leur faire savoir, car s'ils le savaient, ils pourraient se prendre en main et reprendre ce pouvoir qu'ils ont donné par la démocratie représentative. Alors, où siégerez-vous quand même si vous êtes élu? On ne sait jamais. Mais écoutez, c'est le moment venu, on verra. Le moment venu. Vous cachez des choses aux Guadeloupéens? Non, mais sauf que moi, je me vois comme juste un porte-parole des Guadeloupéens. Mon opinion personnelle n'a pas d'importance. Moi, je me vois, pour moi, c'est le rôle d'un député, en fin de compte, c'est d'être le porte-parole du peuple. L'opinion du personnage en soi n'a pas d'importance. Merci, Monsieur Argis. Madame Chamougoano, donc vous êtes présente à cette élection. Alors vous avez derrière vous ce qu'on peut appeler une machine politique ou des machines politiques. Alors d'abord bonsoir. Je ne me suis pas sentie particulièrement concernée par le terme de machine. Pour autant, je suis candidate parce que pour moi il était important. Après les 5 années que nous avons, je vais dire, subies du gouvernement Macron, il était important d'offrir d'autres perspectives et d'offrir une autre politique. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai eu l'investiture du Parti socialiste et le Parti socialiste a signé la plateforme NUPS au niveau national. Et donc, c'est une plateforme qui fait des propositions pour pouvoir changer les choses. Alors, qu'est-ce qui vous unit? Puisqu'on voit que au niveau de la NUPS, il y a le Parti socialiste, il y a la France insoumise, il y a Europe Écologie, les Verts, donc le PS. Mais qu'est-ce qui vous unit concrètement? Alors, je vais vous répondre très concrètement et très simplement. Ce qui nous unit, vous savez, lorsqu'il y a des alliances ou des plateformes, ce qui unit, c'est d'abord l'envie de travailler ensemble et l'envie de proposer de nouvelles choses. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a parfois des divergences, on n'est pas d'accord sur tout. Mais il y a le plus petit dénominateur commun sur lequel nous sommes d'accord, c'est qu'il faut mettre fin à la précarité. Il faut proposer de nouvelles choses, il faut proposer une politique nouvelle, parce qu'on a subi 5 années de brutalité des propositions, des lois votées par le gouvernement Macron. Il faut offrir d'autres perspectives à notre population. Alors, permettez, vous dites c'est l'envie de travailler ensemble. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé pour les dernières élections présidentielles, où les uns et les autres n'ont pas pu se mettre ensemble, que ça n'a pas abouti, ce rassemblement, etc. Non, ce rassemblement, Madame Boissé, je suis désolée de vous contredire. Effectivement, lors des élections présidentielles, il n'y a pas eu une plateforme commune, mais dès le lendemain des élections présidentielles, il y a eu cette plateforme. Parce qu'il s'agissait pour M. Mélenchon de la France insoumise de rassembler un plus grand nombre pour justement qu'il soit fort au sein de l'Assemblée. Mais c'est bien évidemment, puisque nous avons eu le triste constat de voir que Emmanuel Macron remplissait pour un second mandat. Donc il fallait donc ce qu'on appelle le 3e tour. Il faut proposer une alternative crédible à Emmanuel Macron pour ne pas lui laisser totalement le champ libre pour pouvoir refaire les mêmes choses qui ont été faites pendant 5 années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cause commune, parce qu'il faudra imposer une cohabitation. En tout cas, il ne faudra pas que le parti d'Emmanuel Macron, quel que soit le nom qu'il se donne, qu'il ne puisse pas avoir la majorité de 340 qu'il avait dans la précédente mandature. 340 sur 577, vous voyez bien qu'ils ont pu faire passer tout ce qu'ils voulaient. Et donc, il s'agit maintenant, pour le 3e tour, et c'est d'ailleurs la raison de cette plateforme,
il faut proposer autre chose et il faut justement forcer le gouvernement Macron à pouvoir travailler avec une autre majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour la raison que nous nous sommes rencontrés et nous avons fait alliance, bien évidemment avec des divergences, mais nous avons fait alliance parce que nous savons que nous avons des intérêts communs et notamment lutter contre la précarité. Merci Esdras Sidji. Donc le camp des travailleurs, alors, le camp des travailleurs a voulu être sur ces élections. Qu'est-ce qui vous a motivé? Nous nous présentons à ces élections parce que nous voulons faire prendre conscience aux exploités, aux travailleurs, aux pauvres, de la nécessité de renverser le système capitaliste dans lequel on vit, un système basé sur les inégalités, l'exploitation, les guerres, les famines à travers le monde, et ici avec un supplément de mépris colonial. Et donc nous allons défendre un programme de lutte pour dire que personne ne doit gagner moins de 2 000 € par mois net. En dessous de ça, c'est la survie. Et c'est la situation de la plupart des membres de la population ici. Et il faut dire aussi que les prix augmentent sans cesse. Et donc, ça veut dire que les salaires, les pensions de retraite, les allocations doivent augmenter chaque fois que le coût réel de la vie augmente. Autrement, les gens vont continuer à s'appauvrir. Il faut aussi, contre le chômage, répartir le travail entre tous, le partager, sans qu'il y ait de diminution de salaire. Et nous pensons que c'est aux travailleurs de contrôler cette économie, de mettre à jour toutes les magouilles, tout le système de bénéfices et de profits qui est fait sur notre dos, sur le dos de la majorité, par une minorité qui s'enrichit. Alors, si vous êtes élu, vous pensez l'être? Bien sûr. D'accord. Si je suis élue, ça veut dire qu'il y a une situation révolutionnaire en Guadeloupe et que les travailleurs et la population sont prêts à prendre le pouvoir et à remettre en cause le système capitaliste. Ce sera un changement total de situation. Il y aura des comités de lutte partout, dans les entreprises, dans les quartiers. Les gens seront prêts à prendre les choses en main, à prendre leur sort en main, parce qu'il ne s'agit pas de compter sur des politiciens bourgeois pour pouvoir soi-disant nous sauver. Ça n'existe pas. Comment concrétiser ça au sein de l'Assemblée nationale? Au sein de l'Assemblée nationale est faite pour faire passer des lois. Il y a moyen de faire passer des lois. Par exemple, une des lois qu'on peut faire passer, c'est d'interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, pour faire des bénéfices, certaines entreprises licencient des travailleurs. Et licencier aujourd'hui un travailleur, ça veut dire le mettre dans la misère. C'est comme une exécution, en fait. Il y a aussi la possibilité de dire qu'il faut que le salaire minimum soit de 2 000 € net par mois. Je répète, c'est une somme minimale pour pouvoir vivre aujourd'hui. Merci à vous. Christian Georges, donc comment concevez-vous le rôle du député? Si vous êtes député, est-ce qu'on va dire que vous serez un député comme les autres ou est-ce que vous avez une particularité qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bonsoir. Déjà, je crois que le rôle du député est défini et que son rôle, c'est de faire la loi et de contrôler le gouvernement et d'être assidu à tout ce qui se passe au niveau de l'intérêt général. Maintenant, par rapport à notre territoire, c'est-à-dire celui qui nous aura élus, il va être évidemment être plus attentif, en tout cas nous le serons, par rapport à tout ce qui va se passer à l'Assemblée. Maintenant, au sortir de la pandémie et de toute l'expérience de vie que j'ai ou que nous avons eue tous en commun, nous nous sommes aperçus que les lois géraient notre quotidien. C'est-à-dire qu'on ne suit pas ce qui se passe à l'Assemblée, on n'intervient pas. Les députés ne font pas redescendre les informations en temps et en heure. Et le plus souvent, on a des lois qui gèrent notre quotidien. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On a décidé pour nous. Donc, nous allons essayer d'être plus attentifs, plus dans la veille, et aussi de manquer chaque loi en temps et en heure par rapport à nos caractéristiques. Alors, moi, je réfute le mot de spécifique. La France, enfin l'Hexagone peut dire que les Antilles ou la Guadeloupe est spécifique, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes spécifiques. Nous sommes ce que nous sommes
en temps réel et nous avons une culture parallèle à celle du national. Ensuite... Et pourquoi être ici? Pourquoi vous présenter à cette élection? Ben Qu'est-ce qui a causé le déclic? Le déclic vient de beaucoup de gens qui m'entourent, parce que pendant 2 ans, nous avons été députés, sénateurs, on a fait des contre-propositions. On n'était pas dans l'opposition systématiquement, mais nous voyons, on a vu les failles, pas anticipation. On a essayé de régler des problèmes, pas anticipation. Et malheureusement, on n'a pas eu d'écho au niveau local. C'est la préfecture qui a reçu nos doléances ou nos propositions et qui en a fait le relais sur le national. Beaucoup de choses ont été plus ou moins amendées, acceptées, mais on s'est rendu compte que tout ce qu'on amenait comme proposition venait des individus eux-mêmes, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, prestataires, auto-entrepreneurs. On s'est aperçu que les solutions, ce sont les personnes qui les ont. Donc, à partir de là, je pense qu'on doit être plus attentif, plus à l'écoute, et que le nouveau député que j'espère être sera dans une sorte de va-et-vient, parce que nous devons remonter les solutions. Et la Guadeloupe a beaucoup de solutions. Va-et-vient dans l'action. Dans les deux, c'est-à-dire aussi bien être à l'Assemblée, mais dans le rapport de ce qu'on fait, et écouter les solutions qui sont apportées. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de solutions dans les DOM, enfin dans les départements d'outre-mer, qui pourraient être amenés au plan national parce qu'ils sont un peu coincés là-bas. Ils ont plein de choses qui n'avancent pas. Donc, nous avons aussi des questionnements. Nous avons des questionnements sur le solaire pour le particulier. Nous avons du questionnement sur les lois en elles-mêmes sociales et fiscales. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui détient, le citoyen qui détient la solution. C'est lui qui peut apporter à chaque étape the solution. Merci Ferdi Louisi. Vous êtes le maire de la commune de Goyave. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un maire déjà en place dans sa commune à se dire, bon, mais je vais aux élections législatives, je veux être député? Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à cette élection alors que vous étiez sur votre fauteuil de maire à gérer votre commune? D'abord, c'est l'action politique qui consiste à œuvrer pour justement améliorer les conditions des individus. C'est l'expérience que je tire de ces années passées en qualité de maire dans cette fonction et dans d'autres représentations comme la présidence du Parc national et passer sous l'action. Et il est vrai que lorsqu'on est sur un territoire, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa forme, on s'aperçoit que nous dépendons aussi des lois qui viennent du national. Et l'expérience que je tire du terrain, et je m'en rends compte de plus en plus, quelle que soit la stratégie qu'on va définir au niveau national, il faut qu'il y ait des remontées de la base. Donc c'est définir les besoins, c'est de voir ces besoins de la population et les faire remonter pour faire en sorte que ces lois s'adaptent aux besoins des territoires. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que assez souvent les lois sont prises, hein. Il y en a qui sont efficaces, d'autres qui le sont moins. Et qui ne tiennent pas toujours compte des réalités et que par la suite, on essaie de bricoler des choses comme ça. Sous bien des domaines, que ce soit sur le domaine de la vie chère, où je tire une expérience en ma qualité de président du Centre communal d'action sociale, où je vois la détérioration qu'il y a eu pendant ces années et la nécessité de coordonner des actions de solidarité et que ces actions de solidarité ne doivent pas être le fait d'une entité, d'une collectivité ou d'une institution. Sur le plan du développement économique également, sur ce point-là, on le vit au quotidien puisque nous gérons aussi au niveau de notre territoire des besoins spécifiques qui doivent tenir compte de ce qu'on appelle une entreprise de troisième type. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est le patron qui fait, qui est l'acteur économique, c'est tout un ensemble, c'est le public, c'est le porteur de capital, mais ce sont aussi les salariés. Ensuite, sur un plan qui tient bien compte de la situation de la Guadeloupe, sur le plan de l'écologie. Et là encore, nous avons des potentialités, des atouts qui sont importants. Les lois sont prises d'une manière générale, mais je crois que nous pouvons apporter une contribution à ce que ces lois puissent permettre à la Guadeloupe de tirer les véritables richesses de ces ressources. Et je passerai sur l'aspect, je le précisais tout à l'heure, sur l'aspect de la jeunesse, sur l'aspect de nos aînés, pour que nous puissions montrer que les actions doivent être ciblées et dirigées pour l'humain. Et lorsqu'on fait des lois, c'est d'abord, selon le principe de liberté, égalité, fraternité, c'est d'abord pour l'humain. Et ce sont ces facteurs-là qui m'ont motivé. Ferdi Louisi, puisque bon, vous êtes maire depuis
un certain temps, d'être plus utile ici en Guadeloupe, au sein de votre commune, qu'à l'Assemblée nationale? Disons, je travaille en équipe. Et donc, l'utilité, à un moment donné, on se dit que il faut aller plus loin par rapport à ce que nous recevons. Et c'est cette expérience du terrain que j'ai qui me motive aujourd'hui à aller vers l'Assemblée générale, parce que je dis qu'il y a des choses à améliorer. Il y a une contribution qu'on peut donner à l'Assemblée nationale, qui nous permettrait d'être encore plus efficace dans nos politiques locales. Et toute mon action, toutes mes actions politiques depuis que je suis élu maire, je le fais avec une équipe. Donc on sait déléguer, on sait partager, on sait définir des orientations, on sait prendre des décisions en commun. Et comme je vais mal le dire, nul n'est indispensable. Et donc quelque part, on travaille en collégialité. Et dans toutes les instances où j'ai eu à prendre des responsabilités, mon principe c'est le travail de collégialité. Comme ça, à ce moment-là, s'il y a une faille, s'il y a un problème quelconque, une difficulté, quelqu'un peut prendre le relais. Donc, quand bien même vous serez élu, vous aurez l'œil sur la commune, c'est ce que vous Toujours essayez de dire à intégré, votre population? Toujours intégré, et je crois que le rôle de député, c'est d'être sur le terrain. Et pour qu'il soit le relais de la population vis-à-vis de la représentation nationale, il faut qu'il reste en action, en activité, soit dans un conseil municipal, soit dans un mouvement associatif, soit en tant que citoyen et particulièrement éco-citoyen. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de rupture avec le territoire. Merci Ferdi Louisi, Fauvert Savant. Alors le déclic, il a été fait par rapport à quoi? Eh bien, bonjour Madame Boissé, bonjour à tous. Bonsoir, dirais-je. Oui. Alors, je suis engagé depuis tantôt en politique et je n'ai pas de mandat majeur actuel, donc je suis disponible pour une représentation de la Guadeloupe au sein de l'Assemblée nationale. Votre activité professionnelle ne vous dérangera pas? Vous êtes prêt si vous êtes élu? Bien entendu, je suis prêt. D'ailleurs, je suis conseiller municipal de ma commune de Sainte-Rose et je suis aussi le vice-président de la CNBT, qui plus est en charge des finances de la collectivité, mais cela n'est pas contradictoire, ne me pose pas de problème. Vous pouvez vous rendre disponible, vous dites? Oui, bien entendu, parce qu'on peut toujours se rendre disponible, prendre une disponibilité pour exercer sa fonction. Ma motivation, particulièrement cette année, on a vu au cours du quinquennat écoulé qu'on avait des députés de la Guadeloupe qui étaient tous quasiment macronistes et qui n'ont pas apporté grand-chose à la Guadeloupe. Et ce n'est pas exclusivement eux. Depuis des années, puisque vous m'avez parlé de ma profession, je vois bien qu'il y a un rabot fiscal depuis tantôt. Nous avons eu la loi de la défiscalisation de Bernard Ponce depuis les années 80, feu Bernard Ponce. Après, on a vu, puisque nous avons régulièrement des députés, nous avons des sénateurs, mais il y a eu un rabot fiscal. On a supprimé la défiscalisation en ce qui concerne l'accession à la propriété pour son logement principal. Je n'ai entendu personne rien dire. On a eu la TVA non perçue récupérable qui a été supprimée. Je n'ai entendu aucun député de la Guadeloupe dire quoi que ce soit. Récemment, sous le mandat du président actuel, on a supprimé un abattement qui était sur l'impôt sur les sociétés de 30%, qui a été supprimé. Bon, celui-là va dire j'ai voté contre. Mais au final, la loi a été adoptée parce qu'il ne pesait pas dans la balance. Et on a vu aussi qu'il y a eu l'abattement de 30% que nous payons à l'impôt sur le revenu, dont le plafond a été abaissé. Je n'ai pas vu nos élus défendre les intérêts de la Guadeloupe. Récemment encore, nous avons vu avec la crise sanitaire qu'est-ce qu'on dit, puisque nos soignants ne voulaient pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la loi. Ça démontre qu'il y a un problème entre la Constitution et nos besoins locaux. On a vu que la loi dit, l'article 72, 73, 74, permet l'adaptation des lois en Guadeloupe et l'expérimentation des lois sur nos territoires. À aucun moment, sur quelque territoire d'outre-mer que ce soit, je n'ai vu personne expérimenter de loi ni adapter. Cela démontre aussi, parce qu'il y a des domaines réservés de l'État, comme la santé, on ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, cela démontre qu'il y a lieu de revoir la Constitution. Merci, Fauvert Savant. Je reviendrai avec vous pour élargir un petit peu vos propos, Rodit Tolassi.
Vous portez la voix du Rassemblement national. Alors ici, vous dites être la seule opposition à Emmanuel Macron. Et sur ce plateau même, j'entends certains qui dénoncent la politique menée par Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous revendiquez la paternité de cette opposition? J'aimerais faire une petite remarque avant. Sur votre description, vous avez oublié la commune de Déé. Ce serait bien de le rajouter, c'est important. Alors, concernant votre question, nous l'avons vu. La réalité est qu'aujourd'hui, vous avez le NUPES, qui est le conglomérat de ceux qui ont permis Emmanuel Macron d'arriver à la tête et de briguer un second mandat. Lorsque Jean-Luc Mélenchon a trahi l'ensemble des Guadeloupéens en appelant clairement à voter pour Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il fait une consultation sur sa plateforme, ne mettant pas le choix de Marine Le Pen, il a condamné l'ensemble des Français, et notamment la Guadeloupe, alors que nous ne voulons pas d'Emmanuel Macron. Et je le vois quand j'arpente les marchés, je marche, je vais à la rencontre de la population, on ne nous parle plus du tout de Jean-Luc Mélenchon, parce que les Guadeloupéens ont compris qu'ils ont été trahis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais été en accord avec cet homme-là. Je sais pertinemment qu'il a un pied en dehors du système et un pied dans le système. Nous sommes toujours restés droits dans notre logique d'opposition. Nous avons combattu à l'Assemblée nationale ou politiquement par des propositions qui vont à l'encontre de celles d'Emmanuel Macron, notamment sur la crise sanitaire. Constamment, nous avons été réguliers dans notre opposition et donc oui, nous sommes la seule opposition à Emmanuel Macron. Vous savez, en Guadeloupe, nous avons la particularité, du moins les candidats ont cette particularité de ne pas avoir l'honnêteté de dire avec qui ils vont siéger à l'Assemblée nationale. Vous pouvez prendre un exemple criant. C'est l'exemple de Justine Bénin, qu'il y a 5 ans, elle était d'hiver gauche et en moins de 5 ans, elle est secrétaire d'État à la maire d'Emmanuel Macron. Vous avez Max Mathiazin qui était sans étiquette en 2017 et qui a rejoint le MoDem. Moi, je serai au Rassemblement national en totale opposition à Emmanuel Macron. En dehors de l'opposition, il faut rappeler qu'est-ce que c'est une élection législative. Oui, nous votons pour un homme dans une circonscription, mais nous votons aussi pour un gouvernement. La réalité, c'est que c'est soit on confirme le gouvernement d'Emmanuel Macron, ou soit on l'infirme. Et il est possible d'avoir une alternative politique crédible face à Emmanuel Macron. Nous pouvons le faire. Nous avons déjà commencé le samedi 23 avril en votant à presque 70% pour Marine Le Pen. Il est encore possible d'avoir un gouvernement autre que celui d'Emmanuel Macron, un gouvernement qui, nous connaissons sa politique. Nous avons passé 5 ans de macronisme, 5 ans de mépris, 5 ans de brutalité. Je dis à la population guadeloupéenne qu'il y a une alternative politique crédible pour les 5 prochaines années. Une alternative? Oui, en permettant l'accession au pouvoir des députés du Rassemblement national, mais surtout pour stopper la folie d'Emmanuel Macron. Okay. Alors, stopper Emmanuel Macron, vous dites, Audit Olassi, être les seuls à pouvoir porter la voix des Guadeloupéens au sein de l'Assemblée nationale, ou est-ce que j'ai mal compris? Vous avez tout à fait compris. Nous sommes les seuls à pouvoir représenter les Guadeloupéens dignement et rester debout. Ne pas être comme les députés que nous avons eus, à genoux devant Emmanuel Macron. Nous l'avons vu. Certains ont même voté le pass vaccinal et viennent expliquer à la population que c'est grâce à eux que le pass vaccinal n'existe pas en Guadeloupe, alors que c'est totalement faux. Si demain le pass vaccinal qui est suspendu est remis en Guadeloupe, il sera appliqué à la Guadeloupe à cause des amendements qu'ils ont votés. Donc il faut avoir un discours d'honnêteté, il faut être clair. Un député, c'est quelqu'un qui doit être responsable et qui doit prendre ses responsabilités. Si vous faites un choix, il faut le dire clairement. Vous savez, moi, j'ai commencé au Rassemblement national il y a 10 ans. On faisait 5%. J'ai toujours affiché mes couleurs. J'ai toujours été honnête avec la population. Je suis resté là, j'ai fait preuve de courage, de verticalité. Ça n'a pas été facile au début. Mais nous sommes arrivés à un exploit. Je ne dirais pas un exploit pour certains. Parce que j'ose rappeler que quand même, c'est la 2e élection nationale que nous gagnons sur le territoire de la Guadeloupe. En 2019, nous avons déjà gagné brillamment les élections européennes. Et aujourd'hui, nous sommes à l'élection présidentielle. Nous faisons le meilleur score
de tous les départements et régions de France, c'est la Guadeloupe, et grâce au travail que nous avons mis en place, grâce au travail du délégué que je suis et grâce au travail de l'ensemble des militants et sympathisants du Rassemblement national. Merci. Merci Rodi Tolassi. Alors je reviens avec vous, Monsieur Argis. Si vous êtes... je ne sais pas si je dois continuer à le dire. Hein. Dites-le. Donc si vous êtes élu, Oui. mais comment pensez-vous vous positionner au sein de l'Assemblée nationale? Comment porterez-vous la voix de la population guadeloupéenne? Parce que sur ce plateau, j'ai entendu que tous veulent porter la voix des Guadeloupéens. Donc comment pensez-vous le faire? Déjà, il faut déjà discuter avec les Guadeloupéens et entendre leur voix, entendre ce qu'ils veulent. Donc, déjà d'une. Et ensuite, ce que les Guadeloupéens décideront, je ne ferai que le répéter. À qui? Dans l'hémicycle. Voilà. Je ne ferai que reporter. Mais pour quel résultat? Parce que vous dites, je vais répéter. Oui. Mais après, si vous dites les choses, c'est pour qu'il y ait une suite. Pour qu'il y ait, donc, le dire, oui, mais ensuite, pour que ça puisse se transformer en action ou en texte de loi. D'accord. Je vois. Écoutez, très sincèrement, est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir faire tout ce que nous disons que nous voulons faire, ou etc., ou ce que nous disons aux Guadeloupéens que nous allons faire si nous sommes élus, etc. En réalité, nous n'allons faire que ce que les autres qui étaient avant nous ont essayé de faire, mais sauf que nous allons le faire différemment. Et peut-être que notre manière de faire, notre manière de dire les choses aura peut-être un impact différent, mais à condition que l'élu qui sera choisi par le peuple le soit en masse. Si un de nous est élu avec une petite différence de voix de quelques centaines de voix sur 84 000, s'il y a, comme par exemple en 2017, 84 000 inscrits et une abstention record, monsieur Mathiazin passe au premier tour avec 2223 voix, vous croyez que ça ne se voit pas? Ça se voit. Il faut qu'il y ait une adhésion massive derrière un candidat. Et ce n'est qu'à partir de là que peut-être sa voix pourrait éventuellement porter. Mais sinon... Que peut dire un candidat à cette population pour que, elle puisse se déplacer, aller voter, et deuxièmement, qu'elle puisse être en confiance? C'est simple, comme je l'ai dit en préambule, moi je ne fais pas de politique politicienne, moi je suis plutôt un militant. Et en tant que militant, forcément, mon seul parti, c'est le peuple. Donc j'ai un positionnement un petit peu atypique. J'ai un esprit, je ne vais pas dans l'esprit de répéter des slogans ou des éléments de langage de parti, etc., qui font bien. Non, moi je suis un militant. Et quand je suis dans mon canapé ou que je discute avec mes amis en privé, car je suis toujours, à l'heure qu'il est, juste un citoyen. Et quand je discute avec nos amis, eh bien, nous émettons les mêmes critiques sur les politiques. Par exemple, même nos amis qui sont ici, quand je suis dans mon canapé, j'écoute les réseaux sociaux, j'écoute la télé, je vois, et des fois avec mes amis, je me dis, oh là là, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire... Voilà, j'ai un regard critique sur nos politiques. Autrement dit, je ne peux décemment pas venir ici et dire, moi, René Clodargir, je vais faire mieux, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va aller, on ira à l'Assemblée, on va vous dire, bon, voilà comment ça marche. Pas pour faire mieux. Je vais faire différemment. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir faire mieux. Monsieur Mathiazin, monsieur Servat, ils ont fait le job selon ce qu'ils pensaient, comment ils le sentaient. Ils l'ont fait. Bon, ils ont eu face à eux une espèce d'adversité qui, bon, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Mais qui peut prétendre aujourd'hui que nous allons faire mieux que ceux qui étaient en place? Non, on va essayer de faire, mais différemment.
faire différemment. Voilà. Et c'est le résultat qui compte. C'est Pour le quel résultat résultat? Et le résultat, en fait, sera celui que le peuple souhaitera obtenir par sa participation massive derrière ce candidat. D'accord. Voilà. Alors, Madame Chamgon, comment pensez-vous vous positionner au sein de l'Assemblée nationale si vous êtes élue? Qu'est-ce que vous voulez, quelle empreinte vous voulez mettre au sein de l'Assemblée nationale? Alors, je le dis très clairement, j'ai peut-être celle qui a la ligne la plus claire dans cette élection. Je suis investie. Disait que c'était lui. Hein. Oui, alors je suis investie par le Parti socialiste et donc je vais siéger dans les rangs du Parti socialiste au sein de cette plateforme NUPES. Je voulais aussi faire quand même 2 rectifications. La première rectification, c'est que lorsqu'il y a des élections à 2 tours, la science politique dit qu'au premier tour, on choisit et au second tour, on élimine. Et donc, c'est un peu vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, au premier tour, les Guadeloupéens ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Et au second tour, ils ont éliminé Emmanuel Macron. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et pour être le député, je veux être une députée, et c'est d'ailleurs ce que je dis, proche, en proximité, premièrement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je souhaite mettre en avant, c'est que nous sommes dans l'article 73 de la Constitution, et cet article 73 nous permet, mais avant, lorsqu'il y a le travail en commission, de pouvoir faire des modifications avant l'adoption en séance publique. Parce que lorsqu'on arrive en séance publique, avec mon expérience en tant que conseillère municipale ou en tant que conseillère régionale, je me rends bien compte que le travail se fait en commission. Le travail ne se fait pas en plénière. Et c'est la raison pour laquelle je dis très clairement que le travail en commission n'a pas été fait, et si bien que nous avons eu ces lois qui se sont appliquées sur notre territoire alors que ça ne nous convenait pas. Et c'est aussi une des raisons du vote sanction qu'il y a eu lors des élections présidentielles. Les choses pour moi sont très claires. Et donc nous avons un programme, en tout cas des engagements que nous prenons. Moi, je prends l'engagement devant la population de la 3e circonscription d'être une députée en proximité et d'être une députée qui va pouvoir être aux côtés de sa population, aux côtés de tous les administrés pour pouvoir remonter leurs doléances et notamment lors de bilans d'étape, le bilan semestriel d'étape. Ça, ce sont des engagements que je prends au-delà des propositions qui sont faites par la plateforme. Merci, Madame Esdras Sidji. Votre sentiment, en tout cas votre vision sur le rôle du député à l'Assemblée nationale, comment pensez-vous vous positionner, en tout cas comment pensez-vous agir, puisque souvent, vous l'avez entendu, les députés disent nous ne sommes pas forcément entendus, nous sommes en minorité et nous n'arrivons pas forcément à nos fins. Alors comment vous aurez la possibilité de réussir ce que d'autres n'ont pas fait? Pour commencer, je voudrais dire qu'il n'y a pas une seule Guadeloupe. La plupart des candidats parlent de défendre la Guadeloupe, les Guadeloupéens, sauver la Guadeloupe. Nous, à Combat Ouvrier, on ne défend pas la Guadeloupe, mais on défend la Guadeloupe des travailleurs, des pauvres, des chômeurs, parce qu'on ne peut pas comparer ici les gens qui touchent des millions, qui sont des millionnaires, des multimillionnaires, et de l'autre côté, ceux qui sont au SMIC, qui sont au chômage et qui galèrent. Et donc, nous avons choisi notre camp, donc le camp des travailleurs, et c'est toujours ce camp-là que nous mettons en avant. Parce que c'est ce camp-là qui a la clé, c'est ce camp-là qui se lève le matin pour aller travailler. Et c'est grâce au travail de ces milliers de travailleurs salariés et de ceux aussi qui sont privés d'emploi que la société, elle tourne. Et on veut être la voix de tous ceux qui se battent actuellement contre les suspensions des soignants, des libéraux aussi, contre les licenciements, pour des augmentations de salaire, pour la dignité en tant que personne humaine dans les entreprises et même dans les quartiers où on vit, pour avoir de l'eau potable dans les robinets, parce que c'est un scandale. Pendant des années, l'État a fermé les yeux
parce qu'une multinationale, enfin la filiale d'une multinationale, s'engraissait sur le dos de la population en empochant l'argent non seulement des factures, mais aussi l'argent des subventions publiques sans réparer le réseau. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Plus de 60% de l'eau se perd dans les canalisations avant d'arriver au robinet. Ça, c'est un scandale. Et donc, nous voulons être la voix à l'Assemblée nationale de tous ceux, même minoritaires, qui se battent contre cet état de fait. Merci, Christian Georges. Alors, pour vous, ça sera comment si vous êtes élu? Comment pensez-vous faire? Disons que On a l'impression, en écoutant là, que nos députés avaient la possibilité de faire autrement, de faire plus. Alors, est-ce que vous dites, oui, moi, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus? En tout cas, dans la méthode, je pense qu'on fera mieux. Ensuite, dans la méthode. Dans la méthode, c'est-à-dire être plus à l'écoute, plus dans la posture, d'avoir un vrai discours de proposition et de faire en sorte qu'on soit entendu. Et souvent, vous savez, la majorité n'a pas forcément raison. Donc, quand vous avez les arguments, même minoritaires, vous pouvez faire entendre quelque chose. En politique, on se rend compte que la majorité a très souvent raison. Vous savez, quand je regarde d'autres départements qui ne sont pas forcément d'outre-mer, mais qui sont insulaires et qui ont quand même quelques avantages en ayant su défendre leurs propres intérêts de territoire, je me dis pourquoi la Corse ceci, pourquoi la Réunion cela, pourquoi la Guyane cela. Donc à un moment donné, je pense que c'est toute une question de posture, une question aussi de ne pas accepter tous les compromis, puisque c'est une question d'échange, tu voyez, donc il y a plein de choses qui se passent en coulisses, et je pense qu'il faut être sûr de son fait. Et je pense que statuer sur l'ensemble des problèmes de la nation n'empêche pas de préciser qu'à un moment T, là, il y a la Guadeloupe, que ça ne va pas passer. Donc, je ne sais pas, j'ai plus l'impression qu'on n'a pas travaillé en amont, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et comme je disais tout à l'heure, les lois pèsent sur notre quotidien. Je ne vais pas faire comme mes collègues de faire le détail, mais je sais qu'à tout moment, nous avons des problèmes parce que c'est la loi. Donc après, dans le schéma récurrent de la République, on ne demande pas plus d'État. On demande que l'État soit là, fasse son boulot. Et soit... d'État? Non, pas moins. Je dis qu'il faut que l'État soit là, c'est tout. Il y en a qui demandent plus d'État. Oui. Mais simplement, il y a beaucoup d'outils en ce moment qui ne sont pas utilisés, que l'État a mis. Donc, je suis désolé. Allons déjà faire l'audit de l'existant et regardons ce qu'on n'a pas utilisé. Parce que je suis désolé, quand pendant 2 ans, je passe ma vie à rectifier des tirs, je m'aperçois que toutes les solutions sont là. Donc, on n'a pas forcément impliqué la population dans des décisions et l'information n'arrive pas à la population, quel que soit son statut de salarié, d'entrepreneur et ainsi de suite. Donc, je pense que en étant non inscrit ou en étant sans étiquette, ce n'est pas un handicap. J'ai l'intention de penser que mes collègues qui ont souffert de la gestion du Covid, qu'on a trouvé très mauvaise, vont quand même avoir l'envie que ça change. Et si on m'a envoyé jusque-là, je pense que c'est parce que j'ai démontré à plusieurs reprises que je pouvais trouver pas à pas certaines solutions. Merci. Ferdi Louisi, alors c'est vrai que à chaque élection législative, j'ai l'impression d'entendre les mêmes choses. J'ai l'impression que chacun a la volonté, s'il est élu à l'Assemblée nationale, de porter la voix des Guadeloupéens. Et puis, à chaque élection, on revient quand il y a des députés sortants, on dit, ils n'ont pas vraiment fait, ils n'ont pas été... Alors, qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui fait que cette élection sera différente? Est-ce parce que les hommes et les femmes qui sont là ont plus de volonté? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression de tourner en rond d'élection en élection. Ce qui se passe, et malheureusement on le voit, on voit quand même qu'il y a des limites dans l'exercice de la fonction, c'est qu'assez souvent les prédécesseurs ont été élus et ont suivi le mouvement. Je crois que, et c'est ce que j'ai fait en préparant le projet... Est-ce qu'on peut rompre avec le système? On peut largement dépasser le système sans le casser, tout simplement en reprenant des outils qui existent et en les rafraîchissant. On remarque que sur bien nombre d'endroits, je prends un exemple très simple pour l'outre-mer,
les débats ou une loi sur l'outre-mer dans une législature se fait au bout de 3 ans, 4 ans, voire à la fin de la législature. Non, il faut que l'outre-mer soit annuellement dans la législature, c'est-à-dire qu'on doit faire des propositions, et c'est la négociation qu'il faudra mener avec le Premier ministre ou la Première ministre qui sera désignée, de faire en sorte que l'outre-mer rentre dans une législature avec des lois qui vont se voter chaque année, et non pas attendre une loi de programmation, une loi Ponce ou une loi ceci au bout de 4 ans, 5 ans, avec un désintérêt total de la part de la représentation nationale où vous trouvez quelques élus d'outre-mer. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important, c'est de changer la méthode de la législature et la méthode de fonctionnement vis-à-vis de l'outre-mer. Le deuxième point, c'est que nous avons un certain nombre d'outils qui existent et qui, visiblement, soit ils sont essoufflés, soit ils sont archaïques. Donc il faut revoir les lois. Il faut revoir un certain nombre de lois qui s'appliquent en outre-mer et qui sont actuellement dépassées par rapport au contexte tel qu'il existe. Je prends un exemple dans le domaine de la santé. La France a un système de prévoyance qui, bon gré mal gré, fonctionne bien. Mais le système de santé même, tant au niveau hospitalier qu'au niveau de la médecine de ville, il est dépassé. Et on a vu cet échec avec, dans le cadre de la pandémie. Ce que je propose, c'est que nous puissions, à travers cette législature, s'orienter vers plus de systèmes de santé de proximité. Lorsqu'à l'époque, on parlait de dispensaires, qui jouaient vraiment un rôle de prévoyance au niveau des territoires, au niveau des communes, auprès même des populations et des familles, ça a été écarté. On a fait une gestion comptable pendant des années du système de santé, et notamment dans le cadre hospitalier, qui donne des résultats catastrophiques que nous constatons aujourd'hui. Il faut réformer cela. Il faut réformer véritablement, et cette réforme de la loi passe aussi par une réorganisation d'une agence comme l'ARS, qui aujourd'hui applique un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas forcément adaptés à tel ou tel territoire. C'est une demande qui est exprimée par la population, c'est une demande qui est exprimée par les institutions locales qui se retrouvent à un moment donné à devoir supporter le poids des missions régaliennes de l'État. Je l'ai vécu moi en tant que maire, président de CCAS, à devoir suppléer l'État dans un certain nombre de dépenses qui relevaient de la gestion de la crise Covid. Et la gestion de la crise Covid, c'est un problème de santé publique et qui relevait de la responsabilité de l'État. J'en ai d'autres exemples, notamment sur l'éducation. Là aussi, il y a matière à faire et à faire en sorte que nous puissions changer ces outils. Ce n'est pas compliqué. Il y a des lois qui peuvent être votées. On peut revenir sur ce qui existe. Il y a une loi de finances qui peut permettre de mettre en place, et c'est ce qui se fait maintenant dans le cadre, je prends un exemple du plan Sargasses 2, de mettre en place un financement direct de l'État pour la problématique de Sargasses. Il y a un plan 3 que dans mon programme, dans le projet, que je vais proposer à l'État pour que nous puissions aller encore plus loin, notamment sur les interventions en mer. Et tous les jours, et c'est au quotidien qu'on doit mener ce combat-là. Alors c'est vraiment la position que j'entends défendre, c'est être dans l'action. Et l'action, c'est de répondre aux besoins de la population. Je considère qu'on doit se battre pour faire en sorte que le prix de la bouteille de gaz ne soit pas aussi élevé. Je proposerai, dans le cadre de cette législature, que nous puissions voter un chèque, et non pas une baisse générale qui va profiter à ceux qui n'ont peut-être pas besoin, mais un chèque comme le chèque énergie pour aider les personnes qui sont laissées seules. Comment voulez-vous supporter qu'une personne ne puisse pas avoir les moyens de faire cuire à manger et donner à manger à ses enfants? Voilà des choses comme ça qui sont concrètes et qui méritent d'être traitées au niveau de la représentation nationale. Merci. Ferdi Louisi, Fauvert-Savant. Oui, alors, il faudrait qu'on puisse quand même rappeler le contexte. Parce qu'avant, on avait le septennat. Et ça favorisait la cohabitation. Et aujourd'hui, on est passé au quinquennat et au vote pour l'Assemblée nationale au mois de juin, donc au lendemain des élections présidentielles. Et nous avons vu la gestion du président actuel. Nous avons aussi vu, au travers des résultats de l'élection présidentielle, notamment au premier tour, qu'il y a un rejet, soit de la politique, soit de la personnalité du président de la République, particulièrement en Guadeloupe et dans l'ensemble des départements d'outre-mer, et où nous avons vu que M. Mélenchon a émergé par rapport aux autres candidats. Et donc, la population a fait ce choix-là. Moi, Fauvert-Savant, je suis élu député, eh bien, je ferai le choix de travailler dans ce groupe, le groupe que je pense qu'il sera majoritaire. Parce qu'on dit que nos députés ne font rien. Ils ne font rien parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Donc, leur voix ne pèse pas. Donc, M. Mélenchon, j'ai vu que la Guadeloupe
a validé sa candidature et en France aussi, il pèse dans la balance. Et donc, comme il est précisé, vous serez dans son groupe. je vais travailler avec le groupe de M. Mélenchon. Et comme l'article 49 de la Constitution le dit, eh bien, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Et qu'à tout moment, l'Assemblée nationale peut provoquer la confiance du gouvernement. Et ça veut dire qu'on peut aussi, si M. Mélenchon est élu avec la majorité en France, eh bien, le président de la République n'aura pas de majorité. Il sera obligé de nommer quelqu'un Premier ministre dans le groupe de la France insoumise. Et ça permettra aux élus qui ont choisi de travailler avec le groupe de M. Mélenchon eh bien, de faire valoir leurs idées. Alors, et je rappelle aussi... Alors, comment vous départagez, Mme Chamougon et vous? Puisqu'elle dit qu'elle aussi, elle sera dans le même Tout le monde groupe. ne va pas gagner, c'est une seule personne qui va gagner. Ouais, mais donc si elle gagne, elle ira. Si population- je gagne, je vais y aller. Oui, mais la population, comment est-ce qu'elle pourra se déterminer par rapport à tous Mais les la deux? population... Qu'est-ce qui vous différencie finalement? La population écoute les discours des uns et des autres et à chacun de pouvoir eh bien, faire adhérer à la population son projet. C'est comme les présidentielles, c'est comme n'importe quelle élection, faire adhérer la population à son projet. D'accord. Je vais juste une petite chose, je peux me permettre? Je vais juste rappeler que j'ai parrainé Jean-Luc Mélenchon avant l'élection présidentielle. C'était juste une petite précision. C'est une petite précision pour M. Savant, c'est Non, ça? non, pas particulièrement. Non, pas moi, du tout. je n'ai pas de parti politique, mais je vois l'intérêt d'appartenir à un groupe majeur pour peser dans la balance au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est en ce sens que je fais le choix, si je suis élu, eh bien, de travailler avec ce groupe-là. D'accord. Et d'autant plus, vous avez vu que c'est M. Mélenchon et Mme Panot, si ma mémoire est bonne, ce sont eux qui ont défendu les problèmes de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale et non nos députés locaux. Tout à fait. Merci. Monsieur Tolassi, alors, si vous êtes élu, comment pensez-vous agir? Comment pensez-vous vous positionner? Le positionnement, il est clair. Ce qu'il est important de savoir, c'est que on peut aller siéger avec quelconque groupe et avoir multitude de propositions à faire. Mais si vous n'étiez pas d'accord dès le départ avec le parti politique sur les propositions qui sont bonnes pour la Guadeloupe, en aucun cas ils seront mis en place à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas leur politique. Les députés ne sont pas sensibilisés. Le parti politique n'est pas sensibilisé. Le travail que j'ai fait avec Marine Le Pen, c'est que dès lors que nous avons engagé les présidentielles, nous avons constitué un programme avec elle pour mener une politique en faveur des ultramarins, en faveur de la Guadeloupe notamment. Donc nous avons un projet déjà ficelé, construit et sur lequel nous sommes d'accord. Et n'importe quel député du Rassemblement national seront en faveur des propositions qui seront faites notamment pour la Guadeloupe. Je vais prendre un exemple criant. J'ai entendu parler des algues sargasses. Il y a un décret, ce qui s'appelle le décret de Montego-Bay, signé en 1982, qui dit toute pollution qui arrive sur les eaux territoriales, c'est de la compétence de l'État. Et donc, nous mettrons en place un grand plan sargasse pour que ce soit de la responsabilité de l'État, comme ça a été le cas sur un territoire français comme le nôtre, pour les algues vertes en Bretagne. Ils ont mis 300 millions. Les collectivités qui avaient déjà dépensé de l'argent pour le ramassage avaient déposé plainte pour carence fautive contre l'État, ont été dédommagés aussi. Ce qu'aucun élu guadeloupéen n'a fait, parce qu'ils ont peur. Et beaucoup, comme je le dis, ils ont peur parce que, mais on le voit, qu'est-ce qui coûte à un élu, un maire, de déposer plainte pour carence fautive de l'État sur les algues sargasses, parce que c'est de la compétence de l'État. Nous sommes en train de perdre notre pays, de défigurer les plages de la Guadeloupe, parce qu'aucun élu n'a le courage d'engager une procédure tout à fait normale. Ce n'est pas se mettre à dos l'État, c'est la compétence de l'État, c'est à elle de reprendre la main et les choses. J'aimerais rappeler sur les algues sargasses, qu'est-ce que disait le GUSR, et notamment qui sont en réalité des macronistes. Ils voulaient mettre une taxe sur les billets d'avion pour ramasser les algues sargasses, alors que c'est de la compétence de l'État. Je me répète peut-être, mais c'est très important parce que ça fait un moment que ça dure. Nous savons qu'il faut ramasser les algues sargasses depuis la mer. Nous savons que les collectivités locales n'ont pas les reins assez solides pour le faire. C'est à l'État de le faire. Sur la question de l'eau, nous voulons enlever la compétence des mains des collectivités territoriales parce qu'elles ont failli. Et on ne peut plus attendre. La réalité est celle-là. J'entends, on veut toujours plus de compétences, mais on l'a eu, la compétence sur l'eau. On fait suffisamment
et assez bien les poches des Guadeloupéens pour qu'en réalité, on n'a toujours pas d'eau dans le robinet. Alors donc, nous votons une loi pour que l'État puisse reprendre la main. Nous avons la possibilité, dans le cadre de la différenciation, de faire en sorte que dans les territoires d'outre-mer, que l'État puisse faire les travaux nécessaires parce qu'ils ont les moyens financiers. Le SMEAG ne l'a pas du tout et je pense qu'ils ne l'auront pas. J'y ai jamais cru d'ailleurs parce qu'ils n'arrivent même pas à payer les salaires. Et donc, l'État reprendra la main, feront les travaux nécessaires parce que c'est une question de responsabilité morale dans un État. Si un territoire français n'a pas d'eau, l'État doit reprendre la main, mais bien plus que morale. Nous savons pertinemment que sur la question de l'eau, c'est l'eau qui empoisonne nos compatriotes guadeloupéens au chlordécone. Et donc, c'est une question de santé publique majeure et donc l'État doit absolument reprendre la main. Et nous mettrons un garde-fou. Nous mettrons un garde-fou pour que nous puissions avoir des entreprises guadeloupéennes dans la commande publique. La préférence aux entreprises guadeloupéennes dans la commande publique, c'est très important. Un dernier point encore que je vais... C'était le dernier point. Nous ferons un permettez, tour de plateau je termine. Et vous aurez la possibilité, mais permettez, justement, je ce termine. point-là, de l'avancer. Je termine sur un petit point, parce que le tour de plateau. J'ai pu entendre autre chose. D'accord, monsieur Tolassi, nous ferons le petit tour de plateau. Et vous pourrez y revenir. Alors, vous avez la possibilité maintenant, monsieur Argis, de nous dire s'il y a une proposition de loi qui vous tient à cœur et puis de vous adresser dans la foulée directement aux Guadeloupéens. Effectivement. Personnellement, donc il y a plusieurs propositions que j'estime qui devraient être faites. Une proposition forte. Donc moi je dirais se pencher sur l'octroi de mer, qui est une véritable injustice pour le peuple. Je viens d'en subir les conséquences moi-même avant-hier par rapport à mes bulletins de vote que j'ai dû faire imprimer à Paris parce que les imprimeurs d'ici ne voulaient pas. Et quand je les ai fait venir, il y en a qui ne voulaient pas parce que, bref. Voilà, donc j'ai dû les faire à Paris et les acheminer ici et arriver à la douane d'ici. Croyez-moi, j'ai fait la gueule, si vous me permettez cette expression. Et ensuite, pour m'adresser aux Guadeloupéens, en Sombourg, enlever Sainte-Rose au comté en Lisinal, enlever jusqu'à l'âge de 14 ans, en sont espèce de victimes du génocide par substitution. Quoi vous veut dire? Et en cas virer au pays, mais en partie voulait virer les mains vides. En virer vont 11 outils. 11 outils dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'est un bulletin qui est très peu connu en Guadeloupe. La preuve, l'ouvre, monsieur le sénateur Dominique Théophile m'a parrainé pour faire un colloque au Sénat sur la question. Eh bien, il s'agissait en réalité de venir en Guadeloupe et en Martinique, etc., pour vulgariser un petit peu les différents outils qui existent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et faire comprendre aux Guadeloupéens que s'ils s'en emparaient de ces outils, ils pourraient se constituer eux-mêmes une autonomie économique au moyen de laquelle ils pourraient se réapproprier de manière citoyenne et collective certains enjeux sociaux, économiques et culturels dans le prolongement de l'action publique. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de mettre en lumière cette structure, car j'ai déjà rencontré, comme je vous le disais, tous nos députés à l'Assemblée. J'ai rencontré Olivier Servat, j'ai rencontré même Olivier Faure, j'ai rencontré Pierre-Alain Raffin, j'ai rencontré Madame Bénin, j'ai rencontré tous nos députés. Ils sont au courant de ce projet. Et à tel point, je suis devenu membre du comité de développement outre-mer pour l'ESS. D'accord? Et les Guadeloupéens doivent absolument, j'insiste, absolument savoir comment fonctionne cet outil pour qu'ils le prennent en main, de façon à ce qu'ils retrouvent leur véritable pouvoir. Et ma candidature ici était un moyen de montrer à nos politiques que
vous ne pouvez plus ignorer cela. Car si vous ne le faites pas, ça veut dire que, en fin de compte, vous ne voulez pas que le peuple se reprenne en main. Parce que normalement, j'aurais dû déjà obtenir tous les soutiens nécessaires pour faire émerger ce projet, puisque l'ensemble des institutions avec lesquelles je suis en relation, ils s'étonnent, ils se demandent, mais comment que ça se fait que... C'est votre conclusion, donc vous pouvez parler directement à la population rapidement, en très très peu de temps. D'accord. Eh bien, écoutez, je dirais à tous ceux qui sont dégoûtés et qui s'abstiennent de voter parce qu'ils sont dégoûtés, ils pensent que, bon voilà, c'est du pareil au même, etc. Eh bien, écoutez, c'est le moment de, justement, reporter votre colère en mettant un bulletin au nom de René-Claude Argis et vous verrez que, au moins, il y aura un changement. Donc, déçu pour déçu, écoutez, il faut ton bulletin à moi dedans, c'est tout. Voilà. Déçu pour déçu, vous avez dit. Voilà, puisque donc vous avez dit déjà, vous serez déçu, donc. Non, puisqu'ils pensent que tous ceux qui sont en politique, c'est du pareil au même, c'est la même chose, ils cherchent des mandats, ils veulent mettre dans leur poche et tout. Eh bien, essayons bout qui, des autres, en sont militants. Je milite, j'ai 66 ans, j'ai plus rien à perdre. J'ai besoin de rien de personne. Je pourrais très bien me mettre sous ma véranda et puis voilà, jouer domino, moi, avec les amis, moi, etc. Non, moi, je pars du principe, comme disait Frantz Fanon. Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, j'estime qu'à mon âge, je me suis dit que j'ai milité toute ma vie avec Rosan Girard, avec Maître Manville et tous ces mentors. Et je ne voudrais pas revenir en Guadeloupe sans rien apporter. J'apporte donc ce projet et il faut que les Guadeloupéens le connaissent et s'en emparent. C'est tout. Merci, Monsieur Argis. Madame Chamougon, alors on y va rapidement. Alors, est-ce qu'il y a une proposition de loi qui vous tient à cœur? Oui. Et puis, vous avez la possibilité, en quelques minutes, en tout cas secondes, de vous adresser directement à la population, les yeux dans les yeux. Très bien. Donc, la proposition qui me tient particulièrement à cœur, c'est sur le pouvoir d'achat. Donc, avec la NUPES, nous avons la proposition et nous comptons vraiment pouvoir l'imposer parce que nous serons majoritaires, le blocage des prix de première nécessité et aussi faire en sorte que augmenter le SMIC à 1 500 € net, ainsi que les petites retraites. Ce sont des propositions qui me tiennent particulièrement à cœur. Et une deuxième proposition, je voulais quand même, c'est important, je voulais aussi, oui, mais je voulais quand même, parce que ça me tient à cœur, dire que, parce que la proximité, il faut pouvoir rencontrer ses concitoyens, tant ici que dans l'Hexagone, pour ceux qui veulent rentrer au pays, leur donner les conditions de pouvoir rentrer au pays. Et j'adresse aussi un salut fraternel à la famille de Boana, parce qu'il faut des réponses de l'État que nous n'avons pas eues. Donc, je m'adresse aux habitants de la 3e circonscription et au-delà aux Guadeloupéens, et je leur dis que le 11 juin, il va falloir ça sera un référendum entre les macronistes sortants ou récemment investis, et entre nous et ceux qui, comme moi, représentons l'écologie, représentons une nouvelle union populaire et sociale. Et nous avons le devoir de pouvoir contrebalancer tout ce qui a été fait pendant ces 5 dernières années en élisant le bulletin Chamougon-Bozor. Voilà. Merci à vous. Esdras Sidji, même question. Voter pour la candidature de Combat ouvrier, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Donc, dans la 3e circonscription, de loi, c'est Sidji Esdras et Marie-Agnès Castro, ma remplaçante. Et comme je vous l'ai dit, nous défendons un programme de lutte parce que ces revendications ne seront atteintes que lorsqu'il y aura des combats collectifs et conscients pour les obtenir. 2 000 € net minimum par mois pour les salaires, les pensions de retraite et les allocations. Que tout ça soit indexé sur le coût réel de la vie, ça veut dire que ça doit augmenter chaque fois que les prix augmentent, et aussi le fait de contrôler l'économie, parce que de l'argent public est distribué à tout va au gros patronat, et qui est-ce qui contrôle cet argent? Où va cet argent? À qui bénéficie cet argent?
il ne bénéficie pas à la majorité de la population. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas les élus qui contrôlent la société, ce sont les gros capitalistes, c'est les pouvoirs d'argent, c'est ceux qui sont à la tête des grosses entreprises. Et aujourd'hui, la plupart des candidats, des gros candidats, sont dans le camp de ces capitalistes-là. Notre candidature, c'est une candidature communiste révolutionnaire, rien à voir avec l'URSS de Staline, mais c'est l'idée de renverser le capitalisme par la force collective et consciente des travailleurs. Merci à vous. Christian Georges. Au-delà du projet de mandature, nous aimerions que soit mis sur la table dès le départ le problème de la réintégration de tous ceux qui ont été suspendus, que ce soit les salariés, les indépendants, les médecins qui ont été fermés et autres. Je pense que ça passe par un consensus et qu'il faudra de toute façon statuer et légiférer dessus. Ça pour nous, ça nous paraît un préalable. La deuxième chose, c'est que nous avons plutôt un axe à 3 points qui... Oui, non, mais je vous ai dit préalablement à tout projet de mandature, il y a ça, parce que je pense que ça, c'est l'immédiateté. Il y a des gens qui n'ont pas de salaire depuis 6 ou 7 mois, donc je pense que c'est une urgence. Et la deuxième chose, c'est que notre projet de mandature, c'est sur 3 axes, la famille, l'environnement et l'économie circulaire. Alors la famille, c'est parce qu'il y a de la réussite, il y a quand même un contrat social qui est développé, il y a des gens qui arrivent à éduquer des enfants, à maintenir une pression, et nous voudrons que les politiques de l'État ou les lois que nous allons voter soient dirigées vers elles, les familles, tant pour l'habitat que pour les personnes à handicap, que pour le transport et bien d'autres domaines, tandis que l'économie circulaire, c'est peut-être le moyen le plus sûr d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire donner une autonomie qui permette aux uns et aux autres de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes produire et faire tourner cette monnaie qui repart un petit peu trop vite par l'achat et la revente de plein de choses. C'est-à-dire changer de paradigme dans l'économie pour que ça puisse rester en Guadeloupe. Et Ferdi Louisi, vous êtes d'accord avec Georges S'il s'agit de faire une proposition de loi, je proposerai une proposition de loi de réorientation pour l'outre-mer, qui aurait à son intérieur 4 volets. Un volet politique tenant compte de l'appel de Fort-de-France, un volet environnemental, particulièrement axé sur la biodiversité, puisque 80% de la biodiversité française est en outre-mer, un volet social qui engloberait les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques de santé, les problématiques d'éducation et de sport, et puis bien sûr un volet économique, parce que là aussi, il faut penser développement économique, d'abord pour satisfaire les jeunes, qui sont en quête d'emploi, en quête d'activité, en quête de création d'entreprise, et puis une autre orientation économique par rapport à cette répartition que nous avons sur le marché, une redistribution du pouvoir économique local pour que toutes les classes soient concernées. Donc vraiment, s'il y a une proposition à faire dès cette première année de législature, c'est une loi pour la réorientation de l'outre-mer. Et puis, vous aviez la possibilité et puis bien sûr, je m'adresse directement à la population de la 3e circonscription, particulièrement aux électeurs, en leur demandant de se mobiliser et de faire de moi leur député de cette 3e circonscription, parce que ce qui me conduit, ce qui me motive, c'est le travail. C'est le travail que je pourrais faire pour la Guadeloupe, pour la 3e circonscription, pour les 7 communes de cette 3e circonscription, et aussi pour fédérer l'ensemble de l'outre-mer, pour être une véritable force face à la République française. Merci. Alors, Christian Georges, alors vous avez une seconde pour convaincre, puisque vous avez dit que vous n'avez pas eu le temps de vous adresser directement à la population. Vous êtes rendu compte vous-même. Non, mais je vous ai posé la question et vous n'avez pas été, donc... Donc, moi, je voudrais simplement dire que fort de notre expérience, fort de notre vécu, et ce que nous pouvons apporter, je veux dire, de jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes que d'anciens parmi nous, même si je représente une certaine génération, nous pensons avoir la méthode et nous souhaitons que ça change et que si demain, on ne veut pas avoir de regrets, c'est maintenant qu'il faut changer le bulletin de vote et y aller, quel que soit pour celui pour lequel vous allez voter, puisque je ne vais pas faire de fixation personnelle, mais c'est vrai que nous envisageons, nous souhaitons que nous soyons l'heureux élus. Merci à vous. Fauvert Savant. Alors, pour rappel, une proposition de loi. Et puis, vous parlez à votre population. Alors, je voudrais déjà rappeler que ma suppléante, elle est du Lamentin, c'est Géna Chéri, qui est la fille que vous connaissez certainement, sa maman, c'est Raphaël Dagonia. Et je voudrais, en ce qui concerne le programme, proposer une augmentation du pouvoir d'achat.
Mais l'augmentation du pouvoir d'achat, ce ne sont pas les entreprises qui vont les supporter, ça va se faire par une baisse des charges sociales. Vous avez vu que récemment, au cours du premier trimestre, il n'y a pas eu de croissance. Et nous avons eu une inflation qui était de 4,80. Et ce qui fait que, comme le SMIC est indexé sur l'inflation, il y a une augmentation de SMIC de 2,26%. Et ce sont les chefs d'entreprise qui ont supporté. Moi, je voudrais proposer que ce ne soit pas les chefs d'entreprise qui supportent, mais l'État. On l'a vu comme pour la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a été supprimée et c'est une ressource pour les collectivités locales, notamment la commune et la communauté d'agglomération. Mais c'est l'État qui a dédommagé les collectivités en versant une quote-part de la TVA. Et je voudrais quand même dire une dernière chose parce qui est importante. Nous avons vu pendant la crise sanitaire, l'État a accompagné les entreprises en créant ce qu'on appelle le PGE, prêt garanti d'État et versement de 1 500 € aux entreprises. Je voudrais que l'État puisse faire la même chose pour aider, puisque notre problème majeur, c'est l'eau, c'est l'assainissement, c'est le transport. Eh bien, que l'État puisse créer un fonds garanti pour permettre de préfinancer ces investissements qui sont lourds pour les collectivités et l'État sera dédommagé a posteriori. Et en ce qui concerne, j'appelle tous les compatriotes qui veulent un contre-pouvoir de l'exécutif en place, eh bien, je leur demande comme ils ont fait au premier tour de l'élection présidentielle, de me faire confiance et de m'accorder leur confiance. Merci, Fauvert Savant. Rodi Tolassi. Ça fait des propositions, il y en a beaucoup. C'est vrai que le collègue à ma gauche a rappelé l'importance de pouvoir réintégrer le personnel soignant. Nous, on veut supprimer l'obligation vaccinale du personnel soignant, les réintégrer et payer l'ensemble des salaires qui leur sont dus. Ça va de soi. Je rappelle qu'il y a quelques jours, nous étions à la fête des mères et qu'il y avait encore des mères de famille devant le CHU sans salaire depuis un certain nombre de mois. En termes de propositions réelles, la proposition qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir, comme nous le voulons, supprimer l'octroi de mer sur l'ensemble des produits qui ne rentrent pas en concurrence avec la production locale. Et celles qui rentrent avec la production locale en concurrence, c'est de permettre de réorienter ce budget et de en faire un fonds de garantie pour permettre à tout jeune créateur d'entreprise, tout jeune entrepreneur, de pouvoir trouver un fonds de garantie pour financer les projets. Nous savons qu'en Guadeloupe, il est très facile de trouver un financement pour acheter une voiture, mais moins facile pour trouver un prêt bancaire pour créer une activité économique. Et donc, toute activité et toute entreprise qui rentreront dans la volonté de structurer les filières agricoles et de pêche et donc de faire ce qu'on veut, c'est l'autonomie alimentaire, nous allons financer ces projets-là. Je peux prendre un exemple criant. Nous sommes entourés de mers et nous ne produisons pas forcément de sel en Guadeloupe. Si un jeune peut porter ce projet-là, nous allons le financer avec ce fonds de garantie. Ce que je peux dire pour ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la Guadeloupe a voulu tourner la page de la Macronie parce que nous avons souffert. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, on laissait nos familles mourir au CHU alors qu'aucun député de la Macronie a pu lever le doigt. Ils étaient tous à genoux et même à plat ventre face à Emmanuel Macron. J'ai mon collègue Louisy qui est aujourd'hui représentant de La République En Marche. J'ai ma collègue Chamougon qui fait partie de l'ensemble du conglomérat qui a permis à Emmanuel Macron d'être là parce qu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Et donc, la seule véritable opposition que nous avons face à Emmanuel Macron, c'est en votant pour M. Tolassi. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Une excellente soirée à tous.